Retour sur l'actu. Le débat de la première. Bonjour à tous, bienvenue dans Retour sur l'actu, votre débat politique sur la première radio. Un débat qui, cette semaine, est consacré à notre population, une population qui décline selon l'ISEE. D'après les dernières estimations de l'Institut de la statistique, 18 000 personnes auraient quitté la Nouvelle-Calédonie depuis 2014. Ajoutez à cela une baisse historique du nombre de naissances, de quoi inquiéter fortement les acteurs économiques du Caillou. Alors comment faire pour éviter l'exode ? Quelles mesures nos élus peuvent-ils prendre pour limiter les dégâts économiques ? Pour en débattre, nous recevons ce midi Guy-Olivier Quénaud, élu Avenir en Confiance au Congrès, Philippe Blaise, premier vice-président de la province Sud, et nous sommes aussi au téléphone avec Joseph Goromido, président de la commission développement économique en province Nord. Bonjour à tous. Et puis comme chaque semaine, nous vous proposons aussi l'analyse d'un observateur. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Thibaut Martelin, président de la commission économie fiscalité au MEDEF et membre du comité directeur du syndicat patronal. Enfin, je vous rappelle que vous aussi, vous pouvez participer à ce débat en appelant le 258-258. Retour sur l'actu. Intervenez avec vos questions au 258-258. Et le début de cette émission, vous commencez à en avoir l'habitude, c'est bien sûr notre observateur aujourd'hui, donc Thibaut Martelin, président de la commission économie et fiscalité du MEDEF. L'ISEE a rendu mi-septembre donc un bilan démographique des 2 dernières années. Il fait état d'une baisse du nombre d'habitants sur le Caillou. On serait passé sous la barre des 270 000 habitants. Votre organisation évoque des conséquences économiques déjà visibles. Quelles sont-elles ? Oui, bonjour. Donc que ce soit l'ISEE ou la CCI, les chiffres concordent. Nous avons un solde migratoire négatif depuis 8 ans maintenant. Et si entre 2014 et 2018, il s'établissait à moins de 1100 personnes par an, en moyenne, on observe une accélération de ces départs depuis 2019, avec 2300 personnes parties de plus que celles qui se sont établies sur le territoire en 2019, 2700 en 2020 et 3000 en 2021. Et la tendance semble se confirmer sur 2022. Depuis peu également, le solde naturel, donc les naissances moins les décès, ne suffit plus à compenser le solde migratoire négatif et pour la première fois de son histoire récente, la population de la Nouvelle-Calédonie décroît. Les conséquences de cet exode sont multiples. Tout d'abord en matière d'emploi, ce sont des compétences, bien souvent avec expérience, qui partent. Et si ces dernières années, les employeurs avaient déjà du mal à recruter sur des postes très spécifiques à haute technicité ou sur de l'encadrement supérieur, eh bien l'accélération de ces départs touche désormais tout type de postes, y compris les emplois peu spécialisés et l'encadrement intermédiaire. Ensuite, le solde migratoire négatif et plus encore la baisse de la population entraîne une baisse de la consommation. On estime qu'en 8 ans, eh bien ces 18 000 départs non remplacés ont entraîné une baisse de la consommation d'environ 30 milliards de francs, ce qui représente 3% du PIB. Et enfin, les ménages qui manquent aujourd'hui contribuent généralement très largement au financement de notre régime social et plus largement à la fiscalité. Notre système social est en grande partie financé par les prélèvements obligatoires sur le travail. Or, la CAFAT nous informe que les prélèvements sont en baisse. Ils sont au plus bas depuis 2016, malgré l'inflation sur les salaires, alors que les dépenses de santé sont en hausse chaque année. Le taux d'emploi en Nouvelle-Calédonie est passé de 58% à 56%, alors qu'il est de 68% en France et de 73% en Allemagne, ce qui veut dire que l'on manque de personnes salariées. Et jusqu'à présent, la seule réponse politique à cette baisse de rendement fiscal a été de proposer d'alourdir la fiscalité. Alors, on va revenir sur les propositions des politiques, mais par rapport à ce constat de l'ISEE, on peut se dire que les 2 dernières années où on a vu 8 000 personnes partir sans être remplacées, c'était des années particulières avec du Covid, de la fermeture des frontières, une difficulté à voyager, à sortir du territoire, qui ont peut-être pu expliquer qu'il y ait autant de monde qui partent. Pourquoi tirer la sonnette d'alarme alors que maintenant que tout a rouvert, ça pourrait repartir dans l'autre sens ? Eh bien, puisque, comme je vous le disais, depuis 2022, alors qu'on n'est plus dans une urgence sanitaire comme on a pu l'être en 2020-2021, que le protocole référendaire est terminé, on observe malgré tout une accélération de ces départs sur le début de l'année 2022, alors même que les conditions dont vous parlez ne sont plus une excuse. Donc pour vous, c'est au MEDEF, on estime que c'est quelque chose qui risque de continuer encore si jamais il n'y a pas des solutions qui sont trouvées ? Oui, il faut, à mon avis, redonner de l'attractivité au territoire et recréer un vrai choc de confiance
pour faire revenir les talents et les investisseurs. Et ça, quels moyens, parce que ça c'est une chose de dire aux élus, on attend de vous ça, qu'est-ce que sont les propositions du MEDEF pour y parvenir ? Alors plus largement que le MEDEF, le monde économique, à travers des fédérations patronales, des chambres consulaires et des syndicats pro, ont créé NCECO en 2021 pour faire des propositions justement pour redonner de l'attractivité au territoire. On pense qu'il faut redonner de la visibilité à l'économie et aux investisseurs. Pour ça, il faut définir des secteurs clés d'avenir. Il faut simplifier le millefeuille administratif, améliorer l'efficience institutionnelle et administrative et développer une économie plus solidaire. De son côté, le MEDEF, en partenariat avec les autres fédérations patronales, ont proposé et ont déposé en avril auprès du gouvernement de Nouvelle-Calédonie un projet de réforme fiscale globale. Le gouvernement de Nouvelle-Calédonie en a fait étudier les impacts par un économiste de renom et les conclusions ont été présentées très récemment par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Elles sont encourageantes. Ça permettrait de créer le fameux choc de croissance et de confiance que l'on souhaite pour redonner de l'attractivité au territoire. Et concrètement, en gros, parce que c'est définir des secteurs clés, une réforme fiscale, la première chose à faire, très concrètement, selon vous, qu'est-ce que c'est ? Alors, la première chose à faire, c'est de trouver les moyens de stopper cet exode et cette hémorragie. Et pour ça, encore une fois, c'est pas en alourdissant la fiscalité, en ne donnant pas plus de visibilité institutionnelle qu'aujourd'hui, qu'on stoppera cette hémorragie. Merci Thibaut Martolin, vous restez avec nous, vous pouvez intervenir bien sûr dans le débat qui nous occupe. Nous sommes donc avec Guy-Olivier Cuénaud de l'Avenir en Confiance, Philippe Blaise, premier vice-président de la province Sud, et aussi avec Joseph Goromido, président de la commission développement économique à la province Nord. On l'a compris, les chiffres inquiètent la sphère économique. Qu'est-ce qui vous évoque à vous ? Est-ce qu'il vous inquiète aussi ? On va commencer avec monsieur Goromido qui nous attend au téléphone. Oui, bonjour. Bonjour. Effectivement, ça nous inquiète par rapport à la consommation, aux cotisations sociales, beaucoup de difficultés qui nous arrivent aujourd'hui. Et donc, il faut réagir, ramener l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie. Moi, je suis ici en province Nord. Cette activité, on l'a fait durant toutes ces années jusqu'à 2019, où on était à 271 000 habitants. Et donc, depuis 2020-2021, on a connu des difficultés liées au contexte économique. D'abord la crise sanitaire, ensuite les événements que nous connaissons en Ukraine, etc. Et puis l'incertitude liée au contexte politique. Et donc, ça se tasse un peu, ici en province Nord, où nous avons un pôle de développement qui est VKP, et puis qui doit entraîner les 14 autres communes de la province Nord. Aujourd'hui, il faut faire un point par rapport aux difficultés que nous connaissons. Et donc, comme disait monsieur le représentant du MEDEF, voir les secteurs porteurs sur lesquels nous pouvons mettre l'accent dans la période qui vient, qui s'ouvre. Et donc moi, ici en province Nord, on mise surtout sur le capital humain, sur les acquis que nous avons au niveau capital technique, au niveau des choses que nous avons créées depuis maintenant 30 ans. Il faut passer à autre chose. Les problèmes que nous connaissons en matière d'environnement, en matière de propreté, de vivre ensemble, et donc de citoyenneté, doivent nous inciter à investir dans des secteurs qui développent ces valeurs-là. Nous avons créé des choses en matière culturelle, des choses en matière de santé, des choses en matière d'enseignement. Il faut que nous insistions maintenant sur le vivre ensemble,
la citoyenneté. Donc, inciter à investir sur des équipements qui correspondent à ces valeurs, à cette citoyenneté que l'on veut construire ici. Merci Joseph Goromido. On va poursuivre ce débat avec vous, Guy-Olivier Quénaud. Ces chiffres, à quel point, selon vous, ils doivent provoquer quelque chose et des mesures rapides? Alors, il y a merci déjà pour ce débat et ces échanges de qualité. Il y a quelque chose qui doit nous interpeller, c'est que parmi les données de l'ISEE, il y avait un élément moi qui m'a frappé, c'est que un quart des gens qui partent sont originaires du territoire, sont nés sur le territoire. Ce sont des familles qui partent. Il faut pas l'oublier. C'est des familles, des fois, effectivement, le conjoint peut être venu de métropole, par exemple, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, parce que ce ne sont pas que des gens récemment arrivés qui partent, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui ont fait en quelque sorte souche, qui ont eu parfois des enfants sur le territoire, et qui partent parce que, en fait, pourquoi quitte-t-on un territoire ? Parce qu'on arbitre, finalement, c'est un arbitrage général sur la qualité de vie, sur l'avenir de ses enfants, sur le contexte professionnel, sur finalement le bien-être de l'endroit dans lequel on vit. Et malheureusement, malgré le formidable potentiel que nous avons, et je pense que quand on peut voyager un peu, on a la chance de pouvoir voyager et qu'on compare notre situation à d'autres pays, on voit qu'on a vraiment un potentiel humain, naturel, économique, fantastique. Malgré ça, on a ces dernières années une dégradation de l'ambiance générale, alors sur des sujets qui ont déjà été évoqués, que ce soit le sujet institutionnel, mais aussi au-delà de l'institutionnel, peut-être aussi de l'insécurité au quotidien, qui est patente malheureusement dans certaines professions. Je pense aux professions médicales ou services à la personne qui font que nous avons du mal dans certains endroits de la Nouvelle-Calédonie à recruter ce type de personnel. Donc ça doit nous alerter, alors que ça n'a pas été comme ça il y a un peu plus de 20 ans, par exemple, pour ceux qui connaissent le pays depuis longtemps. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose, c'est un indicateur humain, avant l'indicateur économique, qui doit nous alerter. Ensuite, il est évident que, et ça a été dit très bien par le représentant du MEDEF ou monsieur Goromido, que ça a un impact sur tous les secteurs, que ce soit ensuite le secteur social, parce que les familles qui partent, c'est des enfants qui seront plus là. Donc c'est des écoles, des effectifs en moins dans les écoles, c'est des conjoints qui ne travaillent plus, donc c'est des cotisations en moins, c'est tout notre système, tout notre équilibre social qui s'effrite. Et donc si nous voulons recréer une dynamique, recréer une relance sociale et par-delà économique, il faut que nous envoyions des signaux positifs. Lesquels ? Alors, le premier, moi je pense que c'est la sécurité. Il faut qu'on retrouve cette sérénité, ce plaisir de vivre ensemble, et qui heureusement n'a pas complètement disparu, mais qui malheureusement dans certains endroits est devenu très difficile, où on a parfois l'impression d'être un peu assiégé quand on travaille dans certaines zones. Il faut dire la réalité des choses, où la vie au quotidien est compliquée. Et il faut aussi envoyer un signal clair de stabilité, alors institutionnel certes, mais économique. C'est-à-dire que malheureusement, on est en train de plus en plus d'étouffer le moteur, parce que plus des gens qui contribuent à l'économie partent, plus on augmente finalement l'assiette de taxes sur ce qui reste, plus on finit d'étouffer le moteur, tout simplement. Donc sans relance, sans attractivité, on va tourner dans un cercle vicieux où pourquoi voulez-vous que finalement on puisse rester en Calédonie si on n'a pas de perspective d'emploi? Et là je parle de nos jeunes, parce que on oublie aussi de parler des jeunes qui vont faire leurs études en métropole et qui parfois ne reviennent pas. Justement, c'est l'objet d'un dispositif qui a été présenté hier par la CCI et par la province sud et par au commissariat. C'est justement ce dispositif Revenir qui veut en fait inciter les jeunes Calédoniens diplômés à justement venir sur le Caillou. Est-ce que ça fait partie des choses justement pour ramener du monde en Calédonie, Philippe Blaise ? Oui, enfin, avant de parler de ce point technique, je voudrais donner mon avis un peu sur l'analyse globale. Donc je souscris à tout ce qui a été dit. Je crois qu'il faut bien que les gens comprennent une chose, c'est que une société, ça marche comment ? Il y a une activité économique
qui permet de générer de la richesse, qui permet de payer des impôts et d'alimenter les budgets publics. Et c'est ça qui permet de garantir la solidarité intergénérationnelle et la solidarité entre l'ensemble de la population d'un pays. Si on a une économie qui décroît, qui se casse la figure et qu'on a de moins en moins d'impôts, on n'est plus en capacité de payer les services publics auxquels sont attachés les gens. Je pense à la santé, je pense aux retraites, aux salaires des fonctionnaires. Et c'est encore plus vicieux que ça, parce que s'il n'y a plus de recettes fiscales et qu'on est obligé de réduire le nombre de fonctionnaires, ça va baisser les cotisations qui vont rentrer dans la caisse locale de retraite, qui paye les retraites des anciens fonctionnaires, et donc c'est tout l'édifice qui est menacé. En fait, il faut bien comprendre qu'on est tous solidaires, on est tous dans le même bateau. Moi, je vois trop souvent des gens qui disent « Non, mais moi je m'en fiche, je suis fonctionnaire, j'ai la garantie de l'emploi, j'ai la paie qui tombe tous les mois », mais détrompez-vous, parce que ça fait 2 ans, 2021-2022, que les budgets publics ont été sauvés par des aides exceptionnelles de l'État, 28 milliards une première fois, 21 milliards une deuxième fois. Il y a un moment, ça va s'arrêter. Et moi, quand je rencontre des employés de la province sud, je leur dis, vous êtes responsable, même si vous êtes fonctionnaire, même si la paye tombe tous les mois, qu'il y ait Covid, pas Covid, de faire le maximum pour que les gens du privé s'en sortent, que l'économie fonctionne, qu'il y ait un rebond économique, parce que c'est vous que vous mettez en danger à terme si vous ne le faites pas. Alors, ce qu'on constate, c'est que partout dans le monde, il y a eu donc le confinement, la crise du Covid, mais partout dans le monde, il y a eu un rebond économique. Mais ici, pas ici, pas en Calédonie. Donc il y a un problème en Calédonie. Et ce problème, effectivement, c'est ce qui a été dit, problème d'insécurité, problème politique, problème de discours xénophobe, il faut le dire. Et il y a des gens qui se disent, moi je ne veux pas rester dans un pays où j'ai le sentiment de ne pas avoir ma place. Mais finalement, tout le monde va être victime de ça. Parce que ces gens qui partent, c'est des gens qui font tourner l'économie. Quand il y a un chef d'entreprise qui part, c'est des emplois qui disparaissent. Et donc, c'est mauvais pour tout le monde. Donc, à un moment, il va falloir que les extrémistes, ceux qui créent une mauvaise ambiance, on les mette un peu au placard et que les gens qui ont envie que ce pays vive bien dans l'intérêt de l'ensemble de la population fassent le nécessaire pour qu'on ait des gens qui fassent tourner l'économie, qu'on accueille des compétences. Parce que c'est grave, on a une fuite des compétences. Des gens qui sont venus en Calédonie, mais aussi des gens qui sont nés en Calédonie, qui sont partis faire des études, qui ne veulent pas revenir. Donc effectivement, il faut qu'on ait le courage de mettre en place un ensemble de mesures. Sécurité, effectivement, ça c'est important. Apaiser le débat sur l'avenir institutionnel pour que les gens n'aient plus cette angoisse permanente qui les pousse à aller ailleurs. Et puis, il faut s'occuper de nos jeunes. Alors, le problème qu'on a, c'est que les mauvais, ils restent, mais les bons, ils partent. Je m'excuse de dire les choses comme ça, mais c'est vrai, c'est la réalité. Et effectivement, la Calédonie, elle a toujours été pas bonne dans le retour au pays de ces jeunes. Moi, je l'ai vécu il y a 25 ans, quand je suis rentré de mes études. J'ai pas été bien accueilli. Heureusement que je suis accroché, parce que c'était chez moi, il y avait les gens que j'aimais. Mais la façon dont j'étais accueilli, j'aurais dû repartir ailleurs. Donc aujourd'hui, on a compris cela, et c'est pour ça qu'il y a une coalition de bonne volonté avec la CCI, l'Association de talents calédoniens, la province sud, mais pas que le monde économique, pour qu'on fasse des efforts pour inciter nos jeunes diplômés à revenir en Calédonie et les accueillir pour qu'ils puissent s'installer et prendre racine ici, parce qu'on a besoin d'eux. On a un petit territoire. On a besoin de faire l'effort, parce que sinon on va végéter, on va crever. Alors ça, c'est un problème, c'est le premier problème. Après, il y a le problème de fond de la démographie calédonienne, parce qu'on a une transition démographique. On n'est pas les seuls, hein. La Polynésie a vécu ça aussi. On est passé de 5... On est en train de vieillir. On passe de 5-6 enfants par femme à 2 enfants par femme. Ça a des conséquences. C'est pas forcément une mauvaise chose, parce que vous savez, il n'y a rien de pire que d'avoir des enfants qui n'ont pas de parents, qui errent dans la rue. À Dimbéa, on me dit qu'il y aurait 600 à 700 enfants en errance. Donc, faire des enfants pour qu'ils deviennent des délinquants ou des gens malheureux, ça ne sert à rien. Mais il faut quand même garder un peu de démographie, parce que ça va, dans 20 ans, 25 ans, 30 ans, affecter les équilibres de nos régimes sociaux. Donc on a besoin de ne pas être une population comme au Japon qui vieillit, sinon on ne va pas s'en sortir. Et puis il faut accueillir des gens de l'extérieur pour permettre l'équilibre des régimes sociaux. L'impact, il est visible sur les écoles. Juste un chiffre, et je conclurai là-dessus, pour ne pas monopoliser la parole. C'est qu'en 10 ans, nous avons perdu 1000 élèves dans les classes du primaire. On est passé, je crois, de 910 classes en 2019 à 869 classes cette année. Donc il y a un vrai problème de fond, et donc il faut s'en inquiéter. C'est pour ça
que nous n'avons pas le luxe de devenir un pays qui repousse les gens et qui les fait fuir. Joseph Goromido, pour la province Nord, des dispositifs comme celui qui a été présenté hier pour faire revenir les Calédoniens, au-delà de Cadre Avenir qui, prend en charge l'envoi et le retour, on va dire, est-ce que c'est quelque chose où la province Nord pourrait y souscrire aussi ? Oui, bien sûr, pour faire revenir nos jeunes. C'est un problème que vous avez pointé tout à l'heure, de ceux qui partent et qui ne reviennent pas. Donc il faut bien qu'il y ait un dispositif pour les ramener. Donc c'est encourageant. Et je dirais qu'ici en province Nord, on a toujours privilégié la formation des hommes, le capital humain dont je parlais tout à l'heure. J'étais auparavant maire de Poney, on a mis en place le schéma d'aménagement et d'urbanisme qui privilégiait donc d'abord l'école maternelle, l'école primaire, le collège, et même on a installé l'université ici dans le Nord. Mais je dirais que l'attractivité du territoire, c'est d'abord la richesse. Ensuite, quand on a la richesse, on la partage. C'est le vivre ensemble. C'est les valeurs de citoyenneté, de responsabilité. Ensuite, il y a bien sûr la sécurité qu'il faut avoir. Mais il faut aussi la stabilité, de manière à amener les investisseurs chez nous. Et ça, il faut continuer. C'est ce que nous avons fait dans le Nord pendant des années. Mais bien sûr, le système, il s'essouffle aujourd'hui. Et donc, comment le relancer, selon vous ? C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut des secteurs qui soient porteurs. Le développement durable, l'environnement, les choses qui correspondent à ce qu'on vit aujourd'hui, les problèmes qu'on rencontre. Et puis, il y a une chose que je voulais dire aussi, c'est que il y a aussi de la résilience à avoir. Je pense que les Calédoniens, ils arrivent à se débrouiller, ils arrivent à vivre ensemble, à trouver des solutions. Quand il y a moins de richesses, donc on partage moins. Et donc, il faut qu'on ait une économie solidaire. Il faut qu'on ait la solidarité, comme disait M. Blaise tout à l'heure. Et donc, c'est très difficile à définir des pistes précises. Mais en tout cas, il y a un élan à faire pour que les jeunes continuent dans cet effort qui a été fait il y a des années. On s'essouffle aujourd'hui, mais il faut reprendre les choses remettre les choses à table et reprendre un élan en tablant beaucoup sur notre jeunesse. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Philippe Blaise. Je vais être très rapide. En fait, dans un petit pays comme le nôtre, chaque individu est important et en fait, il faut écouter les problèmes des gens pour comprendre pourquoi ils ne veulent pas venir en Calédonie, ils ne veulent pas revenir. Alors, qu'est-ce qu'on a mis en place pour les jeunes diplômés ? On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. La difficulté, c'est les premières années quand on arrive sur un marché du travail où on connaît personne, il faut se faire son carnet d'adresses. On n'a pas forcément l'expérience et donc il y a des réticences des employeurs à embaucher des gens qui sont inexpérimentés. Donc ce que nous on a mis en place, qui est inspiré de ce qui se fait à Tahiti, on n'a pas honte de le dire, c'est que par exemple l'embauche d'un Calédonien qui revient, qui est bac plus 5, moins de 35 ans, qui a vécu au moins 10 ans avant de partir aux études en Calédonie, eh bien nous on va payer à la province Sud 18 mois de charge sociale pour encourager l'employeur à embaucher un jeune diplômé. Au bout de 2 ans, il sera autonome, il n'aura plus besoin qu'on l'aide. Ceux qui veulent monter leur entreprise, on peut les aider à hauteur de 5 millions, 80% de leur projet, pour encourager les jeunes start-upers calédoniens à venir créer leur entreprise ici en Calédonie. Ça, ce sont des opérations concrètes. Après, il y a un autre sujet dont je voudrais parler, c'est le cas des médecins. On sait qu'aujourd'hui, les médecins partent parce que c'est plus intéressant économiquement de travailler en métropole qu'en Calédonie. Et puis, il y a une balle qu'on s'est tirée dans le pied, c'est l'emploi local. Pourquoi ? Parce que la façon dont on a rédigé l'emploi local, au lieu de faire un global, c'est-à-dire dans une entreprise, il n'y a pas plus de 20% de gens qui ne sont pas citoyens, par exemple. Chaque poste, on doit le justifier. Mais quand un médecin il vient, il a une femme,
quand c'est une dame médecin, elle a un mari, et cette personne, il faut bien qu'elle travaille, sinon elle ne viendra pas en Calédonie. Donc je crois qu'on doit à un moment devenir pragmatique, sortir un peu des postures idéologiques, parce qu'on est en train de se faire du mal à nous-mêmes, à pas créer les conditions pour qu'on ait des médecins pour soigner nos populations. Alors, je voulais mettre le doigt là-dessus. Je crois que c'est des mesures concrètes comme ça, très pratiques, très pragmatiques, qui vont nous permettre d'inverser la tendance. Guy-Olivier Queno. Oui, pour aller dans le sens de monsieur Blaise, je pense que une politique de rééquilibrage coordonnée est aussi importante, parce que on voit trop malheureusement, que ce soit aux îles ou que ce soit en brousse, des régions où les jeunes originaires de ces régions ne peuvent pas s'exprimer, ne peuvent pas travailler. Donc déjà, c'est compliqué. Ils viennent, par exemple, sur Nouméa, sur un marché qui est malheureusement parfois sinistré. Donc que font-ils? Certains, ils s'expatrient de la Nouvelle-Calédonie, et effectivement, on se retrouve dans la situation où on est dans un cercle vicieux parce qu'on n'a pas une vision du rééquilibrage à long terme. Et parmi les outils pragmatiques du rééquilibrage, il peut y avoir aussi une montée en puissance en compétences économiques des communes. Notamment les communes en Nouvelle-Calédonie ont la particularité par rapport aux communes métropolitaines de ne pas pouvoir générer leur propre fiscalité. Ce qui est parfois un handicap en termes de développement économique et social. Et peut-être dans le cadre effectivement des discussions sur le nouveau statut, il faut réfléchir à un renforcement du statut des communes dans le sens de celui qui existe sur les autres territoires de la République. Joseph Goromido, l'allègement de l'emploi local, pour des conditions de l'emploi local, pour faciliter l'installation de certains professionnels qui ont des compétences que nous n'avons pas ici, ou la fiscalité communale, la mise en place d'une fiscalité communale. Qu'est-ce que ça vous évoque à vous en tant que représentant de l'UNI ? Sur l'emploi local, c'était une période où c'était nécessaire de revenir sur ce qui existait à cette époque-là. Aujourd'hui, il y a bien sûr des compétences qui manquent à la Nouvelle-Calédonie, donc il faut bien entendu voir ailleurs pour répondre à ces besoins-là. Mais ça peut évoluer, bien sûr, au niveau de cette notion-là. Au niveau des communes, oui, elles ont un rôle très important puisqu'elles sont à la base. Et en ce moment, elles s'occupent de développement local. Donc je parlais tout à l'heure de l'économie solidaire, économie résiliente. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont rien à faire aujourd'hui en ville, mais qui peuvent s'engager, travailler des projets de développement local sur place, chez eux, dans leur commune. Et on essaye d'insister là-dessus pour qu'ils aient des activités qui ne les envoient pas, qui leur permettent de ne pas aller au RSA ou des choses comme ça. Et donc la fiscalité communale, elle n'existe pas encore aujourd'hui chez nous. Effectivement, c'est des activités qui peuvent générer de la richesse locale, et c'est un rôle important des communes. Et au niveau de la province Nord, on a créé donc un partenariat actif province-commune qui permet justement de mutualiser, de faire des investissements dans nos communes qui permettent donc de générer des activités derrière. Voilà, c'est le rôle important des communes, bien sûr. Merci Joseph Goromido. Philippe Blaise, je vous voyais hocher la tête par rapport au développement local. C'est quelque chose c'est une position que vous partagez ? Oui, je pense qu'effectivement, alors c'est un peu en marge du sujet, mais c'est très important de ne pas laisser notre jeunesse oisive. Et c'est vrai moi je suis très favorable à tout ce qui est économie sociale et solidaire. Il faut en fait qu'il y en ait pour tous les goûts, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie d'avoir un salaire à temps complet, qui ont envie d'avoir du temps pour eux. Alors c'est pas le sujet, mais ça participe de la fixation des populations locales. Et dans le sens aussi où ça pourrait aussi intéresser des gens de l'extérieur, si ça n'intéresse pas forcément des gens des locaux. C'est surtout qu'il faut maintenir les populations dans leur terroir, parce que sinon elles viennent désœuvrer dans les grandes villes. Et moi je crois beaucoup effectivement au fait qu'il y a une population qui a envie de faire des pièces de temps en temps, d'avoir un travail à temps partiel, et qui a envie de vivre près de là où elle est née. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'on soit beaucoup plus souple dans notre conception du monde économique.
Encore une fois, c'est un peu en marge du sujet qui est la démographie. Pour revenir, par exemple, on évoquait la situation des médecins. Vous disiez qu'ils ont des conditions économiques qui sont plus favorables en métropole. Ah oui. Il y a pas que le côté financier, il n'y a pas que le côté des salaires. Il y a aussi le côté la charge de travail pour ce qui est des infirmières, des médecins. Des conditions de travail, mais pareil dans la restauration, des conditions de travail avec des équipes réduites où donc il y a beaucoup de travail, ça décourage les gens. Comment on fait pour faire qu'il y ait vraiment que tout devienne plus attractif et pas uniquement le salaire? On a reçu les 3 provinces séparément, le professeur Dubus, qui est le doyen du CHU de Bordeaux, avec qui on travaille, on a des conventions qui nous amènent des internes. Et donc il nous a expliqué comment ça fonctionne. Il dit, vous savez, on a la chance d'être dans un pays qui est très beau. Mais ça suffit plus. Mais ça suffit plus. Les gens sont prêts à venir à condition de pouvoir profiter du pays. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des équipes tellement restreintes qui font des gardes disproportionnées et donc ils n'ont plus de temps pour pouvoir profiter de la vie en Calédonie. C'est pour ça qu'on milite au Congrès pour que on soit pas trop restrictif sur le taux directeur. Il faut qu'on ait quand même une taille critique minimale pour que les gens aient une qualité de vie en tant que médecin. Donc ça, c'est un premier point, qualité de vie. L'aspect financier, il fait pas tout, mais il n'est pas négligeable. Et la réalité, c'est que la pénurie de médecins partout aujourd'hui en Europe fait que la Calédonie n'est plus attractive comme elle l'était parce qu'ils ont des offres beaucoup plus intéressantes ailleurs. Et d'ailleurs, il faut, je pense, réfléchir sur la situation des médecins du Médipôle parce que ailleurs, ils peuvent avoir des heures de pratique privée, ce qui leur fait un complément de revenus. Même s'ils sont médecins du public. Ce n'est pas le cas en Calédonie et je pense que c'est un obstacle à la venue des médecins en Calédonie. Donc c'est en comprenant le logiciel des gens pour qu'ils viennent, parce qu'on n'est pas le centre du monde. On a coutume de dire la Calédonie est le centre du monde, mais le reste du monde l'ignore. Je crois que c'est vrai. Il faut s'intéresser aux paramètres pour comprendre leur motivation et il n'y a que à ces conditions-là qu'on redeviendra attractif. Dit Olivier Queneau. Oui, et puis il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas seulement que les médecins qui ont quitté en partie le territoire. C'est-à-dire qu'il y a général. Énormément de gens de l'ensemble des secteurs privés essentiellement. Et moi j'ai envie de dire, il faut que la Calédonie fabrique des Calédoniens. Et malheureusement, une grande partie des gens qui sont partis, c'est parce qu'ils ne se sentaient plus Calédoniens. Et c'est un ensemble de choses. C'est un ensemble de difficultés qui, au fur et à mesure, s'est accumulé. C'est de ne pas être complètement intégré à la citoyenneté. Ça, c'est important aussi, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que, malheureusement, des gens qui ne peuvent pas jamais participer à la démocratie locale, je ne parle pas de l'aspect référendaire, je parle des provinciales uniquement, par exemple. Au bout de 25 ans, ça peut être lassant pour certains. Au bout de 20 ans, ça peut être lassant pour certains. Ils ne se sentent pas intégrés alors qu'ils avaient la volonté de devenir calédoniens. Et quelque part, moi j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens qui, après plus de 20 ans, voire avec des conjoints calédoniens sur le territoire, avec des enfants, partent. C'est aussi avec de la tristesse, mais disons, on ne se sent plus bien, on n'a plus cette envie de bâtir qu'on avait au départ. Donc c'est à nous de faire attention, quand je dis nous, hein, c'est l'ensemble de ceux qui sont à un moment donné en charge d'ériger des règles, des réglementations sur ce territoire, pour faire en sorte que ce ne soit pas effectivement des choses qui soient mal ressenties, et par l'ensemble de la population d'ailleurs, et qui soient des freins à la fois au développement social, au développement culturel, au développement économique. Joseph Goromido, on va vous laisser répondre, mais d'abord on laisse un dernier mot à Philippe Blaise qui ensuite va devoir partir pour des raisons de réunion à la province sud. Cette ouverture vis-à-vis de l'extérieur, c'est quelque chose, je suppose, que vous partagez, le besoin que les gens ont de se sentir appartenir au territoire. Oui, mais je crois qu'il faut qu'à un moment, en tant qu'insulaire, on comprenne qu'on vit dans un monde où on ne peut pas continuer à être la Calédonie qu'on aime bien, c'est-à-dire avec son niveau de vie, sa qualité de service public, ces choses-là, si on s'enferme sur nous-mêmes. Parce que les gens, les compétences, ils bougent. Les gens, ils vont faire leurs études à l'extérieur, ils ont d'autres opportunités. Et donc, dans l'intérêt de l'ensemble de la population, pour garantir qu'on ait un bon système de santé, qu'on ait une économie florissante, qu'on puisse donner du travail à nos jeunes, on a besoin de s'ouvrir à l'extérieur. On a besoin de faire venir des compétences qu'on n'a pas ici, ou même de faire revenir les Calédoniens qui sont allés, et c'est normal, jeunes, explorer le vaste monde. Donc je crois qu'à l'occasion des discussions qui vont s'ouvrir sur l'avenir de la Calédonie, on va tout remettre à plat.
Il va falloir traiter ce sujet-là, et moi je me réjouis qu'il y ait une prise de conscience, au-delà des sensibilités politiques, que c'est pas un sujet anodin, c'est-à-dire qu'il y a des conséquences réelles. Quand il n'y a plus personne pour soigner les gens dans certains villages de la côte Est, ça devient grave. Vous savez, nous, dans les CMS, centres médicaux, les dispensaires de la province, à la fois on récupère des gens de Canala, à Bourg, on récupère des gens de Waiilou parce qu'il n'y a plus de médecins là-bas. Donc je ne suis pas en train de dire c'est bien chez nous et c'est pas bien ailleurs. Je dis simplement qu'il y a des conséquences pratiques pour la population et que ça n'est pas acceptable parce que les gens ils se battent pas pour vivre moins bien. Ce qu'ils veulent c'est vivre mieux. Donc l'ouverture à l'extérieur, le fait que la Calédonie soit attirante pour les compétences dont on a besoin, ça fait partie de la qualité de vie de l'ensemble des Calédoniens. Joseph Goromido, merci Philippe Blaise. Joseph Goromido, cette nécessité de s'ouvrir et pourquoi pas de rediscuter de la possibilité d'intégrer la citoyenneté calédonienne, vous l'entendez ? Oui, il faut s'ouvrir, il ne faut pas rester isolé, bien que on est en insularité, on est loin des marchés, etc. Mais il faut bien s'ouvrir, mais pour s'ouvrir, il faut déjà la citoyenneté, il faut déjà qu'on arrive à vivre ensemble, nous qui vivons ici dans le pays, en Nouvelle-Calédonie. Et donc cette citoyenneté, on y travaille depuis maintenant 30 ans. Après, il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir dans notre espace régional, océanien du Pacifique. Ensuite, s'ouvrir plus loin, en Europe et ailleurs. Mais c'est une nécessité aujourd'hui. On ne peut pas être toujours tout seul. Et donc, concernant, c'est surtout les catégories supérieures qui partent dans les médecins. Donc, j'ai entendu le ministre de l'Outre-mer dire qu'il faut pour être attirant, il faut ramener des médecins, mais avec leurs conjoints qui puissent trouver du travail. Donc, on aborde le sujet de l'emploi local. Mais il faut trouver des pistes innovantes. Donc, comme a dit M. Blaise, il y a des discussions qui sont. Donc, il faut qu'on partage les choses, qu'on échange, qu'on essaye de trouver les solutions qu'il faut. Voilà. Merci Joseph Goromido. Merci aussi à Philippe Blaise et à Guy-Olivier Cuenot d'avoir été là pour ce débat politique. On va finir avec vous, Thibault Marthelin. Je rappelle que vous êtes président de la commission économie et fiscalité au MEDEF. Qu'est-ce que vous avez pensé des échanges aujourd'hui sur ce sujet, des conséquences économiques de la baisse de démographie ? Alors on partage déjà complètement le constat. Les conséquences, on en a parlé. Les conséquences immédiates, c'est l'absence de rendement fiscal pour le budget de l'année prochaine, voire même pour finir cette année, et ça c'est dramatique. Donc il y a besoin d'agir vite. Je suis tout à fait d'accord en fait sur en fait cette situation dégradée qui s'auto-alimente en fait, puisqu'on l'a dit, que ce soit pour les prélèvements obligatoires ou pour la fiscalité, eh bien plus il y a d'impôts, moins il y a de rendement parce que il y a plus de chômage, parce qu'il y a moins de sociétés qui gagnent de l'argent. Pour les services publics ou pour les services de santé, c'est pareil, on est moins attractif parce qu'il y a trop de pression, pas assez de plaisir à travailler. Il faut arriver à sortir en fait de cette spirale mortifère vers un cercle vertueux en fait, et ce sont plusieurs petites mesures, plusieurs trains de petites mesures qui vont permettre de sortir de l'ornière. On a un territoire qui est plutôt exceptionnel en matière de biodiversité, de paysage, de climat. C'est un atout énorme qui certes aujourd'hui n'est plus suffisant. Il faut travailler sur ce qui aujourd'hui pêche. L'interpatronal fait des propositions très concrètes de réforme fiscale qui redonnent du pouvoir d'achat en basant en fait le régime, les prestations sociales sur une fiscalité à plus large assiette, avec des taux plus faibles, plutôt que les prélèvements obligatoires, ce qui est directement redistribué en pouvoir d'achat. NCECO, le consortium NCECO fait des propositions très concrètes également en matière de développement de l'économie solidaire, en faisant le constat que si les précédents accords ont travaillé sur le déséquilibre nord-sud. Aujourd'hui, il y a un déséquilibre est-ouest qu'on ne peut pas négliger. Et on fait des propositions très concrètes, inspirées très largement de ce qui se fait en Nouvelle-Zélande, pays
relativement proche, avec des difficultés qui, à une époque, en tout cas, étaient assez semblables, sur le développement économique sur terrain coutumier. Donc ce consortium communiquera très rapidement là-dessus, très prochainement là-dessus. Voilà, donc il y a plusieurs... Et pour vous, la classe politique calédonienne a suffisamment conscience de l'urgence de la situation ? Alors, Alors tout le monde fait ce constat, effectivement. Maintenant, aujourd'hui, comme je vous le disais en introduction, pour l'instant, en tout cas de ce qu'on peut voir, jusqu'à très récemment en tout cas, les seules propositions qui étaient faites, à notre sens, n'allaient pas dans le bon sens, puisque alourdir la fiscalité pour compléter un manque de rendement fiscal, c'est à notre sens pas la bonne voie. On s'est très largement inspiré du modèle islandais pour proposer, effectivement, on est une économie insulaire, on est un petit pays, on a 270 000 habitants. 270 000 habitants, c'est pas suffisant pour avoir une consommation interne qui suffit à la production locale. C'est pas suffisant pour avoir une offre de formation exhaustive. Donc, on continuera à avoir des jeunes qui vont se former à l'étranger, et c'est tant mieux. Il faut les faire revenir, et on a besoin d'être agile en fait, car en fait, tous les secteurs d'activité spécifiques sont très vite saturés en matière d'emploi, en matière de compétences, et il faut qu'on puisse intervenir vite et changer très rapidement de paradigme pour faire face à l'évolution de la situation. Merci Thibaut Martelin, président de la commission économie et fiscalité au MEDEF. C'est la fin de cette émission. Merci à tous d'avoir participé. La semaine prochaine, ce sera les vacances scolaires, donc ce sera une rediffusion. Très bon week-end à tous.